Bonjour à tous. Vous êtes à l'atelier Risques naturels majeurs et patrimoine maritime, si vous n'êtes pas trompé. Donc, je suis la modératrice de cet atelier. Je m'appelle Laurence Dubourg et je suis en charge du service de la valorisation du patrimoine à la région Bretagne. Juste quelques mots d'introduction avant d'introduire nos intervenants sur l'atelier. Donc, les risques naturels majeurs, accentués par le changement climatique, interrogent profondément notre rapport au patrimoine bâti, en particulier sur les territoires littoraux. Entre protection, adaptation et renoncement, les choix à opérer sont complexes et engagent à la fois des dimensions techniques, juridiques, culturelles et humaines. Le patrimoine, longtemps perçu comme un héritage à préserver coûte que coûte, devient aujourd'hui un révélateur des transformations en cours. L'atelier de cet après-midi propose d'interroger collectivement ces choix, leurs critères et leurs conséquences à partir de regards croisés et d'expériences concrètes. Et pour ce faire, on a un beau panel d'intervenants que, dans un souci de rapidité, je vais moi-même présenter. Donc nous avons tout à gauche Olivier Lezacmer, qui est responsable du pôle planification et gestion du littoral au sein du cabinet LGP Avocat à Brest. Merci Olivier d'être présent. Nous avons Sophie Casadebègue, qui remplace au pied levé Muriel Fili, qui est au fond de son lit. Et donc Sophie est chef de service départemental d'archéologie au département du Morbihan. Nous avons aussi Christophe Serino. Donc là, je vais prendre mon souffle pour tout dire d'un coup. Christophe est historien maritime à l'Université de Bretagne Sud, directeur adjoint du GIS Patrimoine militaire, architecture, aménagement et société, directeur des études du master patrimoine naturel, patrimoine culture, président fondateur du musée sous-marin du Pays de Lorient. J'ai quand même respiré, en fait. À la gauche de Christophe, nous avons Morgane Dalic, qui est responsable du pôle ressources, médiation, culture au parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Et à sa gauche également, ma collègue Elisabeth Loire-Mongazon, qui est chef du service de l'inventaire du patrimoine à la région Bretagne. Et enfin, à ma droite, Laure aux enfants de l'Association des ports d'intérêt patrimonial. Voilà, tout le monde étant présenté, je vais commencer l'atelier et je vais pour ça vous poser une question qui est en quoi la connaissance et l'inventaire du patrimoine constituent-ils un préalable indispensable pour éclairer les choix face aux risques naturels ? Et donc, assez naturellement, je vais commencer par le service de l'inventaire du patrimoine. Ok. Bon, c'est pas facile de commencer. On a droit à des photos, alors. Alors oui, attends, je te trouve les tiennes. Hop. Attends, les tiennes, c'est tout début. Super. Ouais. Bon, on n'est pas Voilà, une seule. Voilà, ça ira. Ouais. Ok, merci. En fait, si on parle, d'une façon générale, le patrimoine et le patrimoine bâti, ce qui nous occupe, nous, au service de l'inventaire, le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine culturel, ça relève à chaque fois d'histoires d'hommes. Et dans le contexte d'interface terre-mer, c'est des histoires d'aménagement du littoral. Et donc, l'inventaire permet d'avoir une compréhension des sites, des lieux, des aménagements, d'avoir une connaissance aussi de corpus, c'est-à-dire pas d'ensemble, pas d'éléments patrimoniaux individualisés, mais bien d'ensemble d'éléments. Et donc, du coup, de pouvoir éclairer des choix. Je dis pas de faire des choix, mais bien d'éclairer des choix, parce que c'est pas nous qui les faisons, c'est pas tout seul, voilà, d'éclairer des choix en matière de restauration. Alors là, j'ai parlé des éléments patrimoniaux, mais quand on voit un élément comme ça aussi,
c'est aussi les techniques constructives, c'est-à-dire que, en l'occurrence, sur les murets littoraux dont on a déjà parlé dans la table ronde précédente, eh bien, c'est la mise en œuvre de la pierre sèche, ici, avec des gros volumes, etc., au milieu littoral, donc avec des endroits qui ne sont pas faciles d'accès, avec phénomène de marée, etc. Et voilà, et donc c'est la connaissance des objets patrimoniaux. Elle investit aussi la connaissance des techniques constructives qui vont avec pour que les restaurations elles soient aussi qualitatives, hein, aussi durables que possible, ne pas les remplacer par exemple par des enrochements ou ne pas mettre en œuvre des... Enfin justement, il n'y a pas que les objets qui disparaissent, hein, il y a aussi même ces pratiques qui disparaissent, hein, et donc de pouvoir donner aussi un éclairage sur ces mises en œuvre pour pouvoir faciliter des restaurations plus durables. Et au parc naturel régional, donc un inventaire du patrimoine a été mené. Oui, grâce au soutien de la région Bretagne, merci. Et également au soutien de la DREAL, puisque l'un des enjeux qui nous a motivés pour mener cet inventaire, donc exhaustif, il y a une carte avec l'ensemble des points qu'on a inventoriés. Ouais, voilà. Donc de 2017 à 2022, donc pour la partie terrain, hein, avant c'était un petit peu plus long pour le montage, parce que dès 2014, on a été sollicité, alors pour répondre à des risques là, humains directs, par l'architecte des bâtiments de France, puisqu'il y avait des démolitions programmées de bâtisses situées sur le domaine public maritime. Et l'ABF doit donner un avis conforme dans le cadre de démolition d'édifices en périmètre de site inscrit au titre de la loi 1930. Et il s'opposait à cette démolition. Donc il y a eu un bras de fer un petit peu, voilà, sur lequel je passerai, mais qui a révélé aussi le fait que finalement tout un pan, mais parce que c'est l'histoire aussi de l'évolution de l'inventaire et des prises en compte patrimoniales, mais que tout un pan du patrimoine sur le territoire du parc, donc là sur les 550 km de côte des 22 communes littorales qui nous intéressent, tout un pan n'avait pas été inventorié. Donc là, l'ensemble des points, on va dire en majeure partie, n'avaient pas été inventoriés dans les campagnes précédentes. Et alors j'ai noté des termes qui ont été cités sur la table ronde de tout à l'heure, sur le patrimoine pas sexy, le patrimoine hybride à l'interface terre-mer et le patrimoine de l'horizontalité. Chez nous, c'est vraiment ça. Là, j'ai mis quelques photos, alors ça reflète pas hein, la diversité des 1250 points. C'est vraiment un tout petit panel. Mais par rapport à la connaissance, pour répondre à la question, il nous semblait essentiel, avant de développer des politiques de préservation du patrimoine maritime, de pouvoir avoir une vision exhaustive, puisque la vision que l'on avait du patrimoine littoral chez nous, c'était quelques marais salants, je caricature, mais quelques marais salants, des moulins à marée évidemment, les 3 phares qu'on a, et puis voilà, quelques éléments comme ça ponctuels. Et notre inventaire nous a permis d'objectiver la connaissance et de croiser avec d'autres données, celles du patrimoine naturel aussi, des différentes protections, et également avec la topographie, puisque chez nous, on est bien souvent au ras de l'eau ou à peine plus haut. Et donc, en cas de submersion, d'élévation du niveau de la mer, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, ça nous semblait essentiel de prendre dès le début de l'inventaire ces données-là en cours. Donc voilà. Merci. Sophie, en tant qu'archéologue, alors vous êtes archéologie d'urgence aussi, parce que vous êtes appelée à venir constater après des chutes de falaises ou des tempêtes. Alors en effet, oui, notre intervention, elle se situe à plusieurs niveaux. Je me permettrai un tout petit préambule en disant voilà, que le cœur de notre discipline, c'est de
quelque part restituer la vie quotidienne des populations qui sont succédées sur le territoire à partir des vestiges matériels. Donc ces vestiges matériels, il y en a certains qui sont physiques, visibles aujourd'hui, mais la très grande majorité se trouve encore sous terre, parfois à quelques centimètres, parfois au-delà. Ce qui fait qu'en termes de connaissances aujourd'hui, on n'a pas découvert l'intégralité des vestiges, parce qu'il est hors de question de retourner l'intégralité du territoire. Et comme disait Marie Van Der tout à l'heure, on a constaté notamment pour la Bretagne une importante remontée du niveau de la mer. Donc aujourd'hui, il y a énormément de vestiges, notamment, j'allais dire préhistoriques, jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, qui sont aujourd'hui sous l'eau, donc qui sont accessibles, mais avec des techniques très spécifiques. Alors pour nous aider, on a ce qu'on appelle une carte archéologique nationale qui recense l'ensemble des vestiges ou des sites archéologiques qui sont découverts, qui nous permet d'organiser des programmes de recherche ou dans le cadre d'aménagement, d'intervenir préalablement aux aménagements s'ils sont susceptibles de porter atteinte aux vestiges. Cela dit, sur le littoral, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, donc l'intervention avant les aménagements, n'a pas souvent lieu parce qu'on est aussi à la limite. Alors ça, c'est une question de réglementation entre le domaine terrestre et le domaine maritime, et que c'est deux spécialités archéologiques différentes. Et par exemple, ici au département du Morbihan, on s'occupe surtout d'archéologie terrestre. Néanmoins, au quotidien, on constate... et c'est un peu le programme que présentait Marie Van Der, le programme Alerte, c'est que depuis 15-20 ans, avec l'augmentation des épisodes brutaux, que ce soit tempête, vague submersion ou même évolution du trait de côte, on a des sites archéologiques qui étaient connus sur le littoral qui tendent à disparaître, mais aussi en l'espace de quelques heures, peut-être hier soir avec la tempête, on a des sites archéologiques qui apparaissent et qui parfois sont visibles sur l'espace de quelques heures entre deux marées de manière assez rapide. Et donc c'est la raison pour laquelle on a développé à la fois au département du Finistère et au département du Morbihan, avec l'aide du service de l'État, le service régional de l'archéologie, mais aussi les différentes institutions de recherche qui travaillent autour du littoral, un programme qu'on appelle l'archéologie d'urgence, sur les littorales, qui est aujourd'hui hors réglementation, mais on a expérimenté, où l'idée c'était de constituer une équipe en local, basée sur les services d'archéologie de collectivités, et qui, suite à ces découvertes fortuites réalisées par la nature et un réseau de veilleurs, parce que là on est aussi sur l'archéologie participative, nous interpelle pour pouvoir intervenir alors en toute sécurité bien sûr, mais dans les quelques heures, les quelques jours qui suivent, pour pouvoir en fait documenter, parce que parfois, désormais, notre rôle c'est de documenter ce qui est découvert avant qu'il ne disparaisse, où on sait que la marée d'après, la tempête ou la pluie d'après, aura fait détruire les vestiges archéologiques, et parfois ce sont des découvertes qui sont d'importance. Donc c'est une sorte de petite équipe hors sec qui se déploie progressivement pour répondre à cette urgence, sachant qu'en parallèle, il y a des programmes de recherche un peu plus conséquents sur des sites qui sont menacés à court terme. Alors quand je dis court terme, c'est 3-5 ans, pour pouvoir intervenir. Donc là, on est vraiment en documentation avant destruction, un peu finalement comme l'archéologie préventive, où on documente avant la construction d'une route, d'un parking, d'un lotissement. Donc sur cette thématique. Merci. Et Christophe, toi, avec ta casquette d'historien, la connaissance comme un préalable indispensable à d'éventuels choix, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors bon, moi je travaille d'abord essentiellement sur les traces des politiques de l'État, sur les 4 derniers siècles. Alors c'est déjà une grosse diachronie vu de l'histoire. On a la chance dans cette journée d'études d'avoir un beau bouquet interdisciplinaire, et notamment de notre collègue Erwan Jansac, lorsqu'on travaille avec les géomorphologues, Marie Yvan aussi, la préhistoire, pour Jansac c'est carrément les millions d'années, son échelle de temps. Nous 4 siècles c'est déjà énorme pour les historiens, vous le savez, à cheval sur 2 périodes, parce que comment faire autrement quand on s'intéresse aux traces que les politiques de l'État ont laissées depuis le XVIIe siècle sur nos littoraux, et aussi à la problématique qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, alors notamment en lien aux restructurations de la défense, mais pas que. Ça avait commencé pendant l'entre-deux-guerres, l'abandon par l'État de traces, notamment du dispositif défensif, qui n'était plus adapté, bien évidemment, qui n'était plus pertinent. La privatisation pour une partie d'ouvrages défensifs. Et puis, plus
de façon plus récente et avec des traces beaucoup plus massives. Donc les vestiges hérités d'autres politiques de l'État qui n'étaient pas le nôtre, mais qui étaient celui de l'État allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je fais bien sûr allusion au mur de l'Atlantique. On a ce volet-là, on a aussi le volet bien sûr dans les ports, comme vous le savez, puisque l'État a eu la gestion, le contrôle des ports jusqu'à une période très récente. Donc moi je travaille sur un patrimoine à la fois portuaire, un patrimoine défensif, un patrimoine militaire. Il va de soi que l'inventaire, c'est la donnée de base de notre processus patrimonial. Il me semble qu'on a une vraie chance, et je ne dis pas ça par flagornerie parce qu'Elisabeth est là, que vous représentez toutes les deux la région, mais on a une vraie chance avec cet outil. La décentralisation, elle a montré là, ici, toute sa capacité, sa puissance, je dirais, à faire beaucoup plus fort, là où l'État culture ne pouvait pas faire, avait envie mais ne pouvait pas faire. Et il me semble que par rapport à des menaces qui sont concrètes, prégnantes, parce que ça a déjà commencé, comme vous le savez, les données sont globalement à peu près entre 60 cm, ça a été rappelé, et 1 mètre, donc à la fin de ce siècle, c'est-à-dire demain, je veux dire. Et puis les projections sont celles notamment du GIEC. Ma science est celle de Jean Jouzel, même si maintenant il a passé la main, Jean, mais globalement, vous le savez, l'élévation du niveau de la mer, c'est à peu près 6 à 7 mètres qui est assurée. Ça ne pourra pas être moins dans les 200 ans qui viennent. Donc, alors je ne dis pas qu'on a 200 ans pour faire l'inventaire. Déjà, ce qui a été fait est considérable. Moi, je suis beaucoup plus sensible, et je ne veux pas être trop long, mais je suis beaucoup plus sensible à ce qui a été rappelé par Marie-Yvonne, également par Virginie Serna. C'est-à-dire que pour ce qui sont des artefacts d'un patrimoine que je travaille, défensif ou portuaire, voilà, l'inventaire est un outil extrêmement précieux. On peut participer aussi, évidemment, par nos travaux d'historiens, par les stages que font les étudiants de nos masters en recherche au patrimoine, des fois des projets d'alternance que l'on fait avec l'inventaire. On peut participer, bien sûr, de ce lien pour nourrir vos notices. Mais au-delà de ça, je dirais tout le travail d'inventaire qui est réalisé, c'est d'abord et avant tout ce que vous évoquiez aussi. À chaque très grande marée, on a possiblement des découvertes archéologiques. Et là, c'est l'urgence de la découverte archéologique. Et là, c'est la science qui se déploie pleinement, qui le fait, et c'est ce que vous faites dans des temps extraordinairement courts en archéologie. Nous, on a la chance, les historiens, d'avoir des océans d'archives, surtout à partir du XVIIe siècle. On a le temps, on a ces papiers, si on les a, on peut travailler. Vous n'avez pas cette chance-là, je veux dire. Et donc, c'est certainement là qu'il y a urgence, en fait, à avoir toujours plus de sciences et de chercheurs pour pouvoir, lorsque ces événements extrêmes arrivent, et pour le coup, ils nous sont favorables parce qu'ils mettent à jour des choses qu'on n'aurait pas découvert. Avoir cette capacité scientifique à faire et à faire vite. Voilà, donc c'est surtout ça, moi, que je retiens, je veux dire. Donc, pour l'inventaire, évidemment, il y a encore beaucoup de travail. C'est pas Elisabeth qui me dira le contraire. Mais voilà, mais c'est vrai que vu de l'historien et pour nos travaux de recherche, ça, c'est considérable. Et puis, le dernier élément qui me vient à l'esprit par rapport à cette question, en termes de valorisation, on sait bien, il va falloir faire des choix. Ça a été dit et redit. Alors, il va falloir faire des choix dans nos ports déjà, parce qu'il y aura par endroits des grands replis, il y aura par des endroits où on va faire des aménagements parce qu'on sait faire des aménagements, et on va devoir le faire pour les artefacts du patrimoine littoral. On a bien compris, alors c'est une évolution globale déjà et qui est très heureuse depuis au moins 30-40 ans, mais voilà, c'est construction sociale, c'est nous qui fabriquons notre patrimoine, et on voit bien quelque part, j'ai envie de partager l'optimisme de Virginie Serna. J'ai trouvé, voilà, c'est son tempérament, mais ça fait du bien, parce qu'elle dit ça bouge mon institution, ça bouge mon ministère, et elle dit en même temps, plus que jamais, au fond, les citoyennes et les citoyens des littoraux vont être au cœur du processus de sélection. Donc, quelque part, voilà, je ne vais pas dire vive la montée des eaux, mais bon, il faut encore, pour revenir à mes camarades géomorphologues, à Erwan Jansac et à d'autres, de toute façon, il y en a eu avant nous, il y en aura après nous, ce qui ne veut pas dire qu'il faut évidemment pas lutter contre le réchauffement climatique, est gravissime, et les plastiques, c'est bien plus grave encore, ça ne touchera pas le patrimoine, ça nous touche nous-mêmes. Évidemment qu'il y a ce combat à mener, mais de toute façon, ça va monter, c'est déjà monté, mais c'est quelque part aussi des accélérateurs de science, possiblement. Voilà, j'ai été un peu long, mais cette question, alors j'ai dit lors de l'entretien liminaire qu'on a eu, tes questions, elles sont passionnantes, elles font l'objet d'un colloque à elle entière, on en a bien conscience, alors voilà, merci en tout cas. Merci. Bon, ça monte, comme tu le dis, Christophe. Alors du coup, j'ai envie de vous interroger sur comment concilier la protection des milieux naturels, la préservation du patrimoine et la sécurité des personnes. Et évidemment, dans les politiques publiques. Donc là, je veux bien que vous tendiez le micro à Olivier, qui, dans le cadre de ses missions, va nous expliquer comment son cabinet peut accompagner les collectivités.
Oui, merci Laurence. Alors déjà, juste dire que j'ai passé 5 ans à la région Bretagne, 5 années très agréables, à travailler sur les questions de risques littoraux, et notamment à échanger avec vous, mais aussi avec le PNR assez régulièrement. Nous, aujourd'hui, d'un point de vue juridique, sans parler spécifiquement du cabinet d'avocats que j'ai rejoint il y a finalement 2 mois, je voudrais juste donner quelques exemples. Effectivement, c'est à peu près plus 1 mètre aujourd'hui dans les documents, ce que nous on va appeler les plans de prévention des risques, aujourd'hui notamment celui de Saint-Malo. L'État a retenu 95 cm sans doute pour ne pas faire trop peur à l'horizon 2120. On voit bien qu'on est à peu près au niveau du mètre 2100-2120. Mais surtout que ça ne va pas s'arrêter. Et donc, quand on imagine le patrimoine, notamment militaire de Saint-Malo, effectivement, et puis le patrimoine balnéaire aussi, c'est quelque chose qui est quand même très, très spécifique et qui interroge beaucoup. Il y a un super film fait par le musée de Saint-Malo, mais qui n'est pas montré à beaucoup de monde. Moi, j'ai eu la chance de le voir, qui montre Saint-Malo lorsqu'il n'y avait pas encore tous les aménagements et la mer arrivait à l'hôpital. Si vous connaissez un peu Saint-Malo, voilà. La mer arrivait à l'hôpital. Et quand les gens voient ça, ils disent « Oh là là !» Parce qu'effectivement, on a une vision finalement très après Seconde Guerre mondiale, 30 glorieuse d'un littoral fixé, avec un développement balnéaire extrêmement fort. Et puis ce patrimoine qui a été effectivement inventorié et protégé au fil du temps, et bien sûr. Là-dessus, les travaux qui ont été menés en Bretagne, alors notamment par l'UBO, on est ici à l'UBS, mais on n'oublie pas l'UBO à Brest, c'est à peu près 90 monuments historiques qui sont directement menacés. On en a un pas très loin d'ici à Tréguin dans le Finistère, un moulin à marée à Tréguin là, qui a subi des gros dégâts. Alors, c'est pas que la montée des eaux, c'est aussi les inondations, la pluie qui va avec, parce qu'en fait, c'est le changement climatique dans son ensemble. Il y a la montée de l'eau salée, alors c'est jamais très agréable pour les bâtiments, l'eau salée, mais il y a aussi la pluie. Un autre exemple, avant-hier à Pouldreuzic, où moi j'avais travaillé sur ce projet-là, où effectivement les inondations ont amené une route départementale à être ouverte en 2, parce que le cordon de galets sur lequel elle repose, eh bien, lui est fragilisé par la montée des eaux de la mer et l'érosion côtière depuis des années. Donc en fait là, la route, elle est attaquée des 2 côtés. Et le conseil départemental avait décidé, en tout cas pensait, en tout cas les services techniques, que le jour où ça craquerait, ça coûterait trop cher de la refaire. Puis de toute façon, à terme, elle est condamnée. Donc il faudra passer par derrière. Sauf que moi, j'avais dit ça lors d'une réunion et un des vice-présidents du conseil départemental m'avait dit « Mais comment on ne peut pas dire ça ?» etc., etc. Donc on voit qu'il y a encore cette vision fixiste. Autre exemple qui n'est pas très juridique, mais dans le cadre d'une étude carte d'érosion sur Concarneau Communauté, vous avez un élu qui dit c'est pas très compliqué tout ça, la ville close, il suffit de mettre des portes à flot. Voilà, on ferme le port et puis finalement le port, parce que là l'idée c'était de voir comment rehausser les quais d'une manière la plus light possible et la moins coûteuse possible, alors notamment pour la région, mais aussi au niveau avec l'ABF, au niveau de la ville close. Il y a un bâtard d'eau dans la ville close au niveau de la Porte au Vin, si vous voyez un petit peu, qui a été rompu il y a maintenant peut-être lors de Kiran, fin 2023. Je crois qu'ils ont mis 1 an et demi avec l'ABF à se mettre d'accord sur la couleur, le style, le truc, voilà. Est-ce qu'il fallait la mettre devant les pierres, derrière les pierres? Bon, apparemment, ça s'est réglé. Mais c'était une source d'entrée de la mer dans la ville close, et donc avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et donc là, après, il faudra gérer l'ensemble d'à côté, parce que ça va monter. Et donc là, l'élu disait, finalement, c'est pas très compliqué, mettons des portes. Bon, quand on voit le nombre de bateaux qui rentrent et qui sortent du port de Concarneau, ça semblait pas très pertinent, sauf qu'il a entre guillemets contaminé d'autres, et que là, la dernière fois que j'ai croisé la chargée de mission risques littoraux de Concarneau Communauté, elle a dit il est plus tout seul à dire ça maintenant. Donc vous voyez que les vieilles recettes, un peu la technologie va nous sauver, la technique va nous sauver, elles restent d'actualité. Pour en revenir à ça, c'est qu'on voit quand même une difficile, nous en droit on a l'indépendance des législations, et grosso modo ce qui concerne le patrimoine naturel ne concerne pas forcément le patrimoine culturel, notamment les lois sur les sites inscrits, les sites classés. Ça, c'est plutôt, alors ça peut être aussi du culturel, mais c'est aussi du naturel. Mais là, on peut avoir les deux. Mais les monuments historiques, c'est très clairement du patrimoine culturel. A contrario, effectivement, les protections des milieux, dans la loi littorale, puisqu'on parle du littoral aussi, avec le patrimoine maritime, forcément, on a dans le Code de l'urbanisme les 2 qui sont joints. Depuis 1986, on vient de fêter les 40 ans de la loi en début du mois de janvier. Sauf que dans le décret d'application de ces dispositions, le gouvernement, à l'époque, a oublié complètement le patrimoine culturel.
Le juge l'a un peu rattrapé les choses en considérant que même si on protégeait des espaces naturels, alors sur la base de d'autres inventaires qu'on appelle les inventaires SNIEF, donc finalement il n'y a pas que les... Évidemment, il y a les inventaires patrimoine culturel, mais il y a aussi des inventaires patrimoine naturel sur lesquels soit les territoires, à travers les obligations, dans notamment les documents d'urbanisme, vont être obligés de prendre en compte, mais aussi le juge va prendre en compte. Et dans ces zones naturelles, on peut avoir, comme on le voyait tout à l'heure, des éléments du patrimoine culturel. Et le juge administratif, quand il juge soit des permis de construire, soit là, il prend en compte aussi ce patrimoine naturel. J'ai renoté là quelques éléments. Un moulin, il a pris en compte l'existence d'un moulin à marée en disant on peut appliquer cette protection qui est très très forte, ce qu'on appelle nous les espaces remarquables. Alors, dans les PLU morbihanais, c'est du NS. Ça a sauvé grosso modo toutes les fenêtres ouvertes sur la mer dans le golfe du Morbihan pour aller très vite. Tout ce qui restait de naturel au bord de l'eau, ils ont été sauvés, alors soit par le Conservatoire du littoral, mais qui n'intervient pas partout, mais surtout par ces zones NS dans les POS à l'époque et les PLU, PLUI aujourd'hui. Une fontaine, un lavoir, un cairn, ça va faire plaisir à Elisabeth, des bâtisses en pierre sèche, des vestiges archéologiques. Une villa inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pardon. Et personnellement, j'ai travaillé sur un cas qui était de créer un port de, j'en terminerai par là, créer un port de plaisance à Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Il s'agissait d'ouvrir une dune d'à peu près 20 mètres de haut, de faire un port de plaisance évidemment avec de l'immobilier côté terre, et puis côté mer, de faire une digue pour permettre aux bateaux de sortir. Côté terre, l'association avait perdu le contentieux parce que la dune était un peu trop transformée, le caractère naturel n'était pas assez fort, les inventaires ne venaient pas jusque-là, ils s'arrêtaient juste avant, les zones d'inventaire. Donc cette dune, elle était tellement commune que finalement, tellement anthropisée que le juge a considéré qu'elle ne méritait pas d'être protégée par ce dispositif qui permettait d'arrêter tout bêtement tout le projet du port de plaisance. Donc c'était un peu le bouton atomique. Et quand on m'a demandé d'intervenir là-dessus, je me suis dit, mais il y a une partie maritime dans ce port de plaisance, forcément. Et j'ai regardé ce qui se passait au niveau de l'espace maritime, sur le domaine public maritime, pour nous les juristes. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait un inventaire national du patrimoine géologique. Et comme la loi littorale évoquait ça sur la question, c'était intéressant. Et puis il y avait un intérêt paléontologique à juger la Cour administrative d'appel de Nantes en mi-2025. Il y avait des espèces protégées, là pour le coup naturelles. Donc avec tout ça, on a apporté des éléments, puis le juge, quand on lui amène une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5, 6 critères d'intérêt, à la fin, il dit effectivement, ça mérite la protection de la loi littorale. Et donc là, désormais, la partie maritime a été consacrée, protégée. Donc finalement, le port ne se fera pas. Grâce finalement aussi au travail des scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui ont dit, là, il y a tel état. Alors, l'arrêt serait assez intéressant pour vous parce que vous pourriez y retrouver des éléments extrêmement précis, je pense, de ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc là, on voit que même si on n'a pas les grandes protections, avec des inventaires différents, on peut faire basculer un espace dans une protection extrêmement efficace. Et là, en l'occurrence, c'est assez marquant, bloquer un port de plaisance. Pour en revenir à l'érosion et la submersion, la vraie question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est est-ce qu'on va déplacer des éléments du patrimoine dans les années à venir ? C'est peut-être la suite, avec notamment évidemment la question financière derrière. On ne pourra pas racheter toutes les maisons, et Dieu sait si un grand nombre vont être touchés. Est-ce qu'on arrivera à trouver de l'argent pour le patrimoine ? Peut-être pour certains éléments, mais on ne démontera pas tout, évidemment, on ne reconstruira pas tout. Est-ce que c'est souhaitable aussi ? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, on voit qu'on est quand même, je le disais, à 90 monuments historiques, rien qu'en Bretagne, menacés à l'horizon 2100, c'est quand même très important, sans parler de tout le reste, puisque tout n'est pas classé monument historique, évidemment. Merci Olivier. Laure, au sein des ports d'intérêt patrimoniaux, du réseau des ports d'intérêt patrimoniaux, j'imagine que la conciliation protection naturelle, patrimoine et des personnes est au cœur des problématiques des élus. Alors effectivement, dans le cadre du réseau port d'intérêt patrimonial qui existe depuis 2011, on a, nous, à cœur d'accompagner en fait des communes plutôt de taille moyenne et petite au niveau des villes portuaires et qui se retrouvaient en fait face à des défis, c'est-à-dire l'entretien d'un patrimoine, d'éléments en tout cas hérités d'activités maritimes et avec très très peu de moyens. Donc on en est venu à créer une association en fait pour qu'ils puissent échanger entre élus sur cette question de la gestion de l'ensemble des héritages maritimes bâtis dont ils avaient la charge et qui souvent se posaient un peu en termes de freins dans leur gestion du quotidien, puisque quand il fallait
lever une somme d'argent importante pour pouvoir restaurer une cale ou un môle qui venait à protéger l'ensemble d'un port. Ce n'était pas toujours une évidence et se trouvait assez isolé. Donc l'idée de créer ce réseau, c'était d'apporter effectivement un éclairage scientifique, puisqu'à la base, on était donc des chercheurs de l'UBO en charge de traduire un petit peu ce qu'était le patrimoine maritime bâti. Et on est venu avec ce fameux éclairage de l'inventaire à conforter un petit peu ces réflexions d'aménagement et de développement durable des petites communes littorales. Principalement en Finistère, puis finalement ce réseau a fait un peu boule de neige, Morbihan, Côte d'Armor, on s'est retrouvé un petit peu confronté aux mêmes problématiques malgré la différence de façade. Et puis si on revient à la question posée du risque côtier et des éléments qui sont aujourd'hui les plus emblématiques de ce changement climatique et de cette attaque en fait des coups de boutoir de la mer, on va tout de suite retrouver dans la presse effectivement digues, môles, cales, quais qui sont les plus affrontés à la mer. Donc je prends en exemple Port-Sloubous qui a été on avait fait l'inventaire en 2012 et finalement on voit qu'en 2014 il y avait déjà eu des travaux de restauration qui avaient été menés et finalement un gros coup d'arrêt en 2022 puisqu'ils avaient engagé de nouveaux travaux de restauration du môle et la tempête Céline avait arasé le tout. Et le maire s'était trouvé face à des devis supplémentaires par rapport aux travaux envisagés. Il a fallu alerter un petit peu l'opinion publique et dire si on veut sauver ce port qui est un tout petit port abri, en fait, on se dit finalement il est à l'usage de quelques-uns, d'une poignée de privilégiés ou de gens qui ont cette chance d'avoir une petite barque. Et finalement, en fait, c'est un petit port qui est bien plus symbolique que ça, puisqu'il a un fort intérêt patrimonial. C'était un port donc de la résistance aussi. Il a un symbole aussi. C'est un port accroché à un lieu qui est assez agité, la Pointe du Raz. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus, parce que les sites sont petits et précieux et que les éléments sont parfois faits de briques et de broc, parce que en parlant ici, on est loin du monument historique. Une cale un môle a été remanié maintes fois, mais il a une utilité, il a un usage maritime qui est assez exceptionnel. Donc ce combat finalement des maires qui alertent de l'intérêt patrimonial de leurs éléments bâtis et des usages qu'ils en font, c'est assez émouvant à chaque fois parce que on essaye de mobiliser un petit peu les institutions, les collectivités partenaires. On va essayer de chercher un peu du mécénat aussi. Et aujourd'hui, on se rend compte que sans le mécénat, tous ces petits éléments qui font notre quotidien, nos paysages aussi très identitaires, ils ne tiendraient pas la marée, j'ai envie de dire. Ils ne tiendraient pas dans la durabilité, en tout cas, des époques. Donc souvent, c'est ça qu'on a en tête quand on pense éléments les plus fragiles. Et puis finalement, quand on regarde un peu la presse, on constate aussi que ça se passe du côté de Mouélan, avec le port de Brignot, qui a eu exactement la même problématique dans le cadre du label qu'ils ont obtenu et donc de la vigilance que le réseau avait portée sur ce môle-là. En 2015, déjà, le môle présentait des difficultés. Il y avait des premières pierres qui étaient tombées du môle et il y avait une première alerte. Et malgré tout, on a quand même du mal à mobiliser des budgets pour ça et il faut intéresser. Donc finalement, on attend 2023, un gros coup de tempête pour pouvoir retravailler cette question de la gestion. Et petit à petit, on se rend compte aussi qu'ils ont une difficulté, ces élus, face à l'entretien de leur port. C'est que parfois, il y a des compétences partagées aussi sur les ports. Les maires ne sont pas uniques à la barre, unique pilote à la barre. On se retrouve parfois avec des ports ou des éléments portuaires qui se trouvent imbriqués dans la ville et qui ont la compétence partagée entre la région, parce que c'est un port de transport de passagers, et puis la plaisance, quoi. Et finalement, il y a un dialogue à obtenir, surtout quand on a aussi l'ABF qui est assez vigilant sur la question de l'entretien et du maintien de ces éléments qui sont assez précieux, quoi, dans un paysage.
Donc là, je vous ai mis des exemples en fait d'états de presse et de dialogue où on voit le maire qui se soucie un petit peu des choses en amont, qui alerte, et finalement, quand les premiers travaux arrivent, ça fait déjà 2 tempêtes, dont Kiaran qui est passé, et puis l'ABF qui dit bah oui, mais il aurait fallu s'en soucier un petit peu avant, il faut une vigilance du quotidien. Donc nous, dans le réseau, ce qu'on essaye de faire aussi en un pour ces éléments les plus caractéristiques qui sont l'infrastructure portuaire, c'est de leur dire de peut-être anticiper et de préparer aussi une veille. Donc on parlait tout à l'heure, Marie Von Der parlait des sentinelles, un peu des gens qui viennent au quotidien voir le quai parce que c'est leur balade du quotidien, ils sont vigilants. En fait, ce sont les habitants du lieu qui sont les premiers à alerter sur l'état d'un élément du patrimoine. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une organisation derrière au niveau des politiques publiques, mobiliser des budgets, essayer de créer du partenariat. Et donc, dans le cadre de réseau, c'est toujours intéressant d'avoir des partenariats publics sur ces questions-là, pour pouvoir le jour J anticiper une phase de travaux avant que la tempête s'en charge avant et que les travaux deviennent d'ampleur. On parlait aussi ce lien entre les travaux, l'entretien de ces éléments-là, entre nature, culture, environnement. Dans le cadre de Port-Sloubous, je pense que les travaux d'ampleur ont été nécessaires. Il a fallu aller chercher du partenariat. Mais derrière, il est hors de question pour un élu de laisser en l'état un patrimoine se dégrader s'il vient à être démoli ou à tomber en ruine. Ça fait quand même du matériau qui va aller sur la grève, qui va peut-être amener une petite pollution parce qu'on ne sait pas de quoi ont été faits non plus tous ces travaux-là anciens. Pour la petite anecdote, souvent tout ce qui a été gagné sur la mer, quand on fait ces fameuses recherches historiques, on se rend compte que c'est des matériaux un petit peu, on ne sait pas trop, on a démoli une maison, on vient mettre un peu dans la grève, les restes à chouilles, il peut y avoir de l'amiante, on peut trouver des machines à laver, on peut trouver plein de choses. Et c'est ce qui fait que parfois on se retrouve un peu démunis face à l'entretien, voire les gros travaux de ces terre-pleins portuaires. Et ça, c'est une vraie question aussi à soulever. En plus de l'entretien des éléments du paysage, il va falloir aussi traiter la question de la dépollution parfois de ces terre-pleins qui ont été gagnés sur la mer. Donc je vous ai mis juste pour information, parce que j'ai une autre casquette en plus de celle de chercheuse à l'UBO et puis d'animatrice et dans le membre de jury du réseau, c'est que je suis aussi fonctionnaire territorial. Je suis en charge de l'habitat et du foncier dans une collectivité territoriale littorale, le Pays d'Iroise. Et on travaille du coup avec ma collègue sur les transitions à la fameuse adaptation de la TRAC, qui est la trajectoire pour l'adaptation au changement climatique, qui est du coup une trajectoire qui, depuis la loi climat et résilience, nous arrive comme ça un peu en mission. Donc on a des documents cadres et le patrimoine maritime avec cette objectif de vigilance ou en tout cas de réduire la vulnérabilité de ce patrimoine-là, si on le prend de façon large, c'est aussi des maisons d'habitants, c'est aussi des lieux de vie, des usages, des espaces publics. Donc nous, on voit ça avec le filtre aussi de l'aménageur et de la gestion de l'aménagement du quotidien. Et donc, on a un PCAET qui est le document dans lequel on va adapter la stratégie eau, air, énergie avec comment expliquer, comment on va réduire et comment on va compenser un petit peu. On va faire de la sobriété en termes de déchets, etc. Et d'énergie surtout. Et après, on a le PLUIH, qui est le document cadre d'aménagement très important puisqu'il fonde aussi toute la réglementation pour les aléas et les cartes sur les vulnérabilités. Donc, c'est les fameuses cartes qui se font une fois qu'elles seront intégrées. On devra appliquer les mesures compensatoires, donc réduire le droit à la construire sur ces espaces qui seront soumis à érosion ou submersion dans les 0-30 ans, puis 30-100 ans. Et puis derrière, on a aussi des guides et des modèles sur l'adaptation de l'habitat. Et l'idée, c'est de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Donc moi, je vous ai pris quelques exemples. Je trouve le CEPRI, qui est un organisme européen sur l'inondation pour l'habitat. Ils font des guides très concrets sur comment on adapte en fait sa maison à des phases de submersion. Voilà. Alors c'est
c'est très concret. On met des bâtards d'eau, on déménage à l'étage supérieur toutes ces pièces de vie, on laisse... Voilà, on a des choses qui sont quand même assez concrètes. Et si ça touche du patrimoine maritime, des bâtis anciens, c'est là que se doit se poser la question aussi localement, comment on fait pour adapter ces réglementations ou ces guides à nos bâtis et notre patrimoine local. Voilà. Après, on peut aussi avoir d'autres documents. La fiscalité est un levier. On parlait de recherche de crédit. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir par quelle taxe il va falloir passer, malheureusement, pour pouvoir alimenter aussi ce fonds de compensation. Et derrière, la mise en place d'observatoires de l'habitat et du foncier, les indicateurs également qui sont nécessaires. On a des plans, des stratégies de recomposition du littoral à faire aussi. Donc tout ça, c'était pour un petit peu imager les politiques publiques, elles prennent conscience des choses à faire. Et aujourd'hui, il faut juste replacer la question du patrimoine et de ces éléments-là, en tout cas repérés dans l'inventaire, dans le cadre de ces politiques publiques. Merci Laure. Christophe, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce lien avec les politiques publiques et Alors, ce que je souhaitais dire, parce qu'on a parlé beaucoup de l'habitat privé, je vais répondre sur la politique publique, mais j'ai essayé de retrouver, on a dans le cadre du GIS Humanité et Sciences de la mer, donc un gros réseau de recherche, il y a 50 établissements universitaires français, 35 à l'étranger. On a fait travailler au cours des 5 dernières années à plusieurs reprises sur la thématique des changements globaux et les problématiques de submersion. Et j'ai essayé de chercher à l'instant le nom d'une de collègues qui est juriste, qui a fait un travail remarquable qu'elle nous a présenté pour la première fois il y a 2 ans. Je pourrais retrouver, si ça vous intéresse, le nom de la collègue, sur les rapports entre en fait, le foncier, l'immobilier, les politiques publiques et le coût en fait, de l'immobilier. Et ses conclusions aujourd'hui, alors c'était une enquête qu'elle a conduite sur les 10 dernières années de transactions. Ces conclusions qu'elle nous a présentées, alors c'est très interdisciplinaire. Là, voilà, on a des sciences de l'environnement, des sciences de l'univers, on a des historiens, des SHS. Et les premières conclusions qu'elle nous présente de 10 ans de travaux, c'est assez bluffant. C'est qu'en fait, ça va continuer à monter les prix. C'est pas fini et en fait la submersion, tous les problèmes en fait de changements globaux sur les littoraux continuent à enrichir en fait, à renchérir le coût des propriétés. Alors pour une raison qui a été évoquée tout à l'heure, c'est que, alors plus pour des raisons affectives, j'ai hérité de la petite bicoque de mon grand-père pêcheur et j'irai jusqu'au bout, puis après elle ira sous la mer, mais j'irai jusqu'au bout et après tout, peu importe sa valeur marchande, j'ai bien compris qu'elle est perdue, je veux dire. Là, c'est pour d'autres raisons, en fait, parce qu'on touche aujourd'hui, alors c'est sur la Côte d'Azur, certes, c'est pas que, elle a travaillé sur tout le littoral méditerranéen. En fait, globalement, plus la maison, moins la maison va être assurée, c'est ce qu'elle nous expliquait. Parce qu'il y a déjà, dans des mutations de biens aujourd'hui, alors ce sont évidemment des biens qui sont chiffrés en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros, mais qui ont complètement les pieds dans l'eau. Donc il y a déjà, au moment de la mutation du bien, un refus d'assurance. Et donc, ce qu'elle expliquait, c'est que le refus d'assurance, c'est le renchérissement du bien. C'est-à-dire avec des personnes qui sont prêtes à mettre 10, 15, 20, 30, 40, 50 millions d'euros pour avoir la villa les pieds dans l'eau et qui l'utiliseront comme inconsommable pendant 5, 10 ou 15 ans. Alors ça peut nous paraître évidemment, ça nous paraît complètement fou, je veux dire. Mais c'est une réalité qui est observée aujourd'hui par une collègue dont je cherchais le nom et je pourrais retrouver. Donc les politiques publiques par rapport à ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué parce que, voilà. Alors je me disais, sous la forme peut-être d'une interrogation provocante, c'est que s'il y a plus de riches sur nos littoraux, il y aura peut-être plus de mécénat pour trouver des solutions de déplacement, parce que finalement j'ai envie de partager l'optimisme de Virginie. Elle m'a reboosté, Virginie, je lui dirai tout à l'heure, voilà. Mais il ne faut pas non plus voir cette affaire de changement global et d'élévation du niveau de la mer. Évidemment que des politiques que l'État et les collectivités vont devoir mener conjointement. Il faut aussi, et ça c'est à fréquenter une fois encore les géologues et les géomorphos, qu'on relativise le temps. Il ne faut pas non plus les voir que comme, je dirais, des obstacles délétères. Ça va nous obliger à muter, à bouger. On a parlé de mobilité tout à l'heure. Voilà, on n'est plus mobile aujourd'hui. Voilà. Ces braves milliardaires qui peuvent s'offrir les résidences dont je parlais, ils ne sont pas mobiles fondamentalement, mais ils s'en moquent de rester à un endroit, bien sûr. Ils pourront aller ailleurs parce qu'ils ont beaucoup de sous. Mais globalement, toutes les politiques publiques vont devoir gérer ça. Donc je ne suis pas forcément, moi, sur une vision d'historien qu'on essaie de projeter à un siècle. Je ne suis pas forcément pessimiste sur ces choses-là. Il faudra aussi accepter, c'est quand même ça le cœur de la discussion et du débat, puisque le patrimoine, c'est nous tous, on le sait bien. Il faudra qu'on accepte, et nous, les populations du littoral, peut-être plus que d'autres, on est peut-être plus résilientes et résilients. Il
faudra qu'on accepte simplement aussi que certaines traces soient immergées, soient déconstruites. Et peut-être que d'autres, parce qu'on va dire que ça va renchérir le dialogue entre les collectivités territoriales, tous les services que vous représentez en charge du patrimoine, et puis l'État, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on garde et donc ça va nous réinterroger aussi sur la notion de valeur. Voilà. Et pour terminer, j'y ai convié Vincent il n'y a pas longtemps, dans le cadre du GDR Océan et Mer et d'un GT Océan et processus de patrimonialisation qu'on pilote avec Roberto Casati de l'EHESS, Roberto, qui est philosophe des mers. Aujourd'hui, on se pose la question sur toutes les sciences, en fait, y compris les physiciens de l'océan profond. C'est quoi la notion de valeur pour vous ? C'est quoi la notion de bien ? C'est quoi la notion de commun ? Donc, une fois encore, l'interdisciplinarité nous permet aujourd'hui de bouger nos référentiels. Et pour le coup, je n'ai pas fondamentalement de pessimisme sur notre capacité à la résilience, qui est quand même aussi ce qui fait le propre des sociétés de la côte, des sociétés maritimes depuis... au moins la préhistoire, qu'on est capable de l'étudier. Voilà. Merci Christophe pour cette belle transition, parce que j'avais noté quand je me suis entretenue avec vous tous que vous avez tous fait mention de la place des habitants dans ces choix-là, de la sensibilisation, de l'importance de la sensibiliser. Donc c'est naturellement que je vous pose la question, quelle place donner aux habitants, aux usages, à l'attachement émotionnel dans des décisions qui sont souvent techniques et réglementaires ? Alors, Morgane, oui. Dans le cadre de... Là, après l'inventaire, on a eu plusieurs démarches. Et là, on est en train d'achever un programme de recherche-action pour lequel Olivier nous avait rejoint. Où on y a étudié donc, les différents systèmes de valeurs. Donc on a abordé des valeurs écologiques, on a abordé des valeurs paysagères, la question du risque, de la réglementation, mais aussi des valeurs ou des attachements que les populations locales ou différents types de groupes humains, de citoyens ou de groupes socio-professionnels peuvent attribuer à certains éléments et où les éléments patrimoniaux ne sont pas forcément regardés comme nous on les regarde du prisme du patrimoine culturel. Et il y a une formule consacrée par le chercheur Richard Dumez du Muséum d'histoire naturelle, qui est éco-anthropologue, avec qui on a travaillé sur ce programme, qui dit le patrimoine des uns n'est pas forcément celui des autres, et inversement. Et par exemple, nous, on a inventorié la digue du marais de Brénégui à Locmariaquer, donc qui est une digue, je vais passer sur les caractéristiques de construction, qui passe dans un ancien chantier, dans un ancien lieu de claire ostréicole, qui a aussi été un lieu de production salicole, qui aujourd'hui est site du Conservatoire du Littoral. Et donc, il y a eu une appropriation d'un site. Alors non, c'est pas celui-là. C'est, je sais même pas s'il y a une. Ouais, je pourrais reparler du site de Grappin après, mais c'est sur la question de... Parce qu'il avait été question de démolir cette digue, parce que d'un point de vue gestion de l'espace, on pouvait aussi faire autrement d'un point de vue du patrimoine ornithologique. Et en fait, il y a eu un investissement des populations qui pratiquent cette digue, alors qu'ils ne la voient pas comme un élément de patrimoine construit, comme du bâti, mais qui a une valeur d'usage. Les habitants l'empruntent quotidiennement pour la balade, mais aussi pour traverser, pour s'approprier cet espace qui est un espace purement anthropique au sein d'une anse naturelle, mais qui a été complètement anthropisée, et où les habitants perçoivent cet espace comme un sanctuaire, comme un lieu un peu sacré de nature, et où cette digue a vraiment cette importance de pratiquer cet espace. Donc finalement, ce qui est un élément du patrimoine historique qui est utilisé pour de la gestion du patrimoine naturel et aussi un patrimoine humain par l'usage qui est affecté. Donc ça, c'est un des exemples. Après, il y en a beaucoup. Et il y a celui
que tu évoquais aussi. Alors, sur la commune de Séné, donc, qui est au fond du golfe du Morbihan, à l'est, alors il y a une topographie, ce que je disais tout à l'heure, qui est peu élevée et qui a accueilli depuis longtemps, depuis le 19e siècle, des chantiers ostréicoles. Donc, à l'époque, la culture de l'huître plate, qui a été décimée ensuite. Enfin, bref. Et donc, il y a eu un abandon d'un grand nombre d'espaces ostréicoles, de chantiers ostréicoles, de terre-pleins, de cabanes, de bassins, puisque les technologies ont évolué, les savoir-faire ont évolué, c'est plus la même huître, c'est plus les mêmes pratiques, c'est plus les mêmes cultures. Aujourd'hui, le paysage Sinago, mais c'est aussi valable pour d'autres communes du Golfe, est empreint de ces édifices-là. Donc qui n'ont plus leur usage initial économique, qui peuvent être considérés comme des friches industrielles, mais qui composent d'une certaine façon les paysages du Golfe, notamment du site inscrit, et qui ont été appropriés par les habitants pour diverses raisons. Et cette cabane ostréicole, elle est intéressante. Alors après, on pense ce qu'on veut du geste architectural, mais nous, on trouvait ça intéressant. On a accompagné la démarche. Virginie Serna parlait du fait d'être bousculée et accompagnée dans les changements par les pratiques artistiques. Là, c'est vraiment ça. En fait, cette cabane qui a désormais les pieds dans l'eau à toutes les grandes marées était vouée à être démolie comme d'autres cabanes de Séné. Et en fait, les habitants, et en particulier les jeunes de Séné, plutôt que de fumer des clopes sous l'abribus, se réunissent dans cet endroit-là qui a une situation dans le paysage qui est exceptionnel. Ça nécessite une certaine démarche d'aller jusqu'à là-bas. C'est vraiment au bout d'une presqu'île. Et ils l'ont aménagé, alors avec des meubles qui récupèrent à droite à gauche. Voilà. La mairie, par rapport à cet usage illégal du domaine public maritime, a plusieurs fois vidé cette cabane. Et finalement, elle est chaque fois réinvestie. Et donc, dans la suite, dans les démarches de démolition programmées de certaines cabanes ostréicoles, la commune de Séné, face à des levées de boucliers humains avec des projets de grève de la faim, de grands-mères qui ont ces cabanes-là dans la famille depuis toujours. Voilà, la mairie a souhaité conserver certaines cabanes, donc en démolir celles qui étaient vraiment pour des questions de sécurité vraiment trop dangereuses, donc là pour lesquelles il n'y avait pas de possibilité de les conserver, a choisi d'axer sur certaines cabanes le maintien, même si elles avaient les pieds dans l'eau, et comme témoin d'élévation du niveau de la mer, en se disant oui, la mer monte, mais elle ne va pas tout engloutir du jour au lendemain. Donc, il peut y avoir des édifices qui servent aussi, qu'on va accompagner. On ne va pas y mettre des fonds monumentaux, mais on va accompagner leur disparition. Ça va accompagner aussi le deuil des populations sur certains éléments de mémoire familiale, de mémoire économique qui disparaissent. Et donc, ils ont accompagné une démarche qui a été financée par Monde Nouveau. C'était le plan de relance du ministère de la Culture suite à la crise sanitaire. Et donc, c'est deux architectes, deux jeunes architectes, dont un originaire de Séné, qui a fait son mémoire de fin d'études sur le devenir de cette cabane. Et il y a eu toute une recherche architecturale sur le vocabulaire des matériaux locaux. Ils ont fait des bétons coquillés en réutilisant l'huître. Ils ont utilisé le chaume de roselière à proximité, chaume qui est utilisé et qui est un élément du vocabulaire de bâtisse littorale chez nous. Enfin, voilà, il y a eu toute cette démarche-là, et en prévoyant le bas des panneaux de roseaux interchangeables avec le temps, puisque avec la montée de l'eau et le fait qu'il ait les pieds dans l'eau salée régulièrement, ça posait des questions de préservation. Donc voilà, il y a plusieurs démarches comme ça, et peut-être pour passer la parole aussi, de se dire que
dans notre programme, il y a aussi eu... on a essayé d'objectiver un peu la façon dont les populations s'investissent dans la préservation. Donc il y a les valeurs d'usage, mais il y a aussi la façon dont les éléments sont entretenus. Alors pas toujours avec les bonnes techniques, on est d'accord, mais en fait les pouvoirs publics n'ont pas les moyens d'entretenir seuls. Et d'ailleurs, c'est pas forcément eux qui entretiennent, sauf pour des édifices qui ont une valeur réglementaire d'usage. Enfin voilà. Mais voilà, il y a tout un tissu associatif, des habitants, des groupes, des démarches de privés qui vont entretenir certains éléments et pour lesquels il est nécessaire, nous on pense que c'est important, d'accompagner, de les associer aussi dans les choix qui seront à opérer sur ce qu'on souhaite préserver ou pas, puisque c'est eux qui se les approprient et qui les entretiennent. Laure, vous m'en avez aussi beaucoup parlé quand on s'est entretenu là, de la nécessité d'accompagner les habitants dans ces... En fait, si on revient juste au tableau... Oh, pardon, je croyais que c'était là. Ah oui. Je suis contente de découvrir Grappin. Là, je trouve que c'est une super initiative. Ah, je suis plutôt après. Du coup, moi, j'avais juste en tête... dans le cadre des politiques publiques, quelque chose qui manque très très souvent et pour lequel il est possible de pouvoir impliquer les habitants du lieu, mettre en cohérence du coup le travail des élus sur la question de réaménagement des espaces littoraux qui seront en tout cas soumis à une forte adaptation dans les années à venir. C'est souvent le fameux récit. Il manque très souvent le récit dans le cadre d'accompagnement des politiques publiques. Un récit d'avenir, ça se conçoit pas tout seul dans son coin. On a beau être technicien et faire appel du coup à des compétences de plusieurs services. Le récit, c'est quand même une vision. C'est une vision que les élus portent, mais peut-être que s'ils la portaient, c'est parce que des habitants sont venus conforter cette vision-là. Et ce fameux récit, alors on peut le mettre sous différentes formes, le récit des transitions, le récit adaptatif. On parlait tout à l'heure du mot acceptabilité. Voilà, chacun peut y mettre un peu le terme qu'il souhaite. Mais dans le cadre de ces fameux récits, je trouve que c'est intéressant quand même d'impliquer la population et de ne pas être face à juste un règlement à appliquer. Dieu sait si les règlements ne sont pas, la règle n'est pas une ligne infranchissable, on tourne autour de bornes qui nous aident à aller vers divers aspects, mais c'est vrai que si on s'attache uniquement à un récit technique, on est un peu limité en termes de projet d'avenir qui implique un devenir de gens, d'espaces publics, etc. Donc moi je trouve que c'est intéressant d'aller vers ce genre de récit et des démarches comme Grappin, c'est un petit peu dans le sens aussi de faites confiance à la jeunesse, elle a besoin de quoi, elle vit comment, elle peut elle-même se questionner. Et j'avais du coup moi retenu une démarche qui est portée par une coopérative d'urbanisme culturel auquel j'avais fait appel aussi pour d'autres projets, mais finalement ça ne s'était pas fait sur Douarnenez. Mais là sur la Nester, donc c'est Cuesta qui intervient pour le compte de collectivités pour travailler dans un espace donné la question des récits et donc de la vision des habitants sur un espace qui va devoir muter. Et à la Nester, je trouve que ça donne lieu à des échanges et des productions intéressantes. On les retrouve un petit peu partout dans d'autres collectivités parce qu'il y a eu un travail aussi autour de danse, je crois, sur la Nester. Il y avait eu... donc, ils ont travaillé aussi à Quimper pour le pôle multimodal à la gare. Enfin, voilà, on les retrouve assez souvent. Alors, moi, je les prends eux en référence, mais il y en a peut-être d'autres. C'est des courants qui existent en urbanisme. Et justement, pour faire plaisir à Virginie Cernas, c'est un petit peu amener aussi de la poésie, pas que de la lourdeur dans ces fameuses transitions et adaptations à venir. Et c'est vrai que du coup, dans ce cadre-là, les études techniques, c'est compliqué de faire intervenir la vision de l'habitant parce que on est tous formés à des métiers, on a des
compétences qui sont pas forcément comprises par tous, mais voilà, quand on fait un plan d'aménagement, on ne peut pas non plus demander à tout à chacun de venir s'exprimer sur est-ce qu'on doit déplacer la borne de tant de centimètres ou de tant d'un mètre. Voilà, ça, c'est des choses techniques. Par contre, comment on va vivre les espaces, comment ils vont muter, quelle est l'impression et qu'est-ce qu'on doit valoriser, quel patrimoine il va falloir protéger. Là, je trouve que c'est intéressant. Et il y a une autre chose aussi dont je voulais parler, c'était en quoi le patrimoine peut être un outil d'accompagnement justement à ces récits, à ces transitions. Dans le cadre de la démarche port d'intérêt patrimonial à Landéda, donc c'est le port de la Berverac qui est un des ports de Landéda. En fait, c'est une commune littorale qui est assez vaste, puisqu'elle se situe un peu en presqu'île entre deux abers, la Benoît et la Berverac. Et en fait, ils sont entrés dans une démarche depuis 2014. Et c'est vrai que ça fait maintenant 2 mandats qu'ils ont un recul sur ce que l'inventaire d'un patrimoine local, la mise en récit, l'implication de toutes les personnes, donc allant des scolaires jusqu'aux personnes âgées du lieu et aux nouveaux habitants. En fait, cette démarche-là, elle est très complète. Et comment cette vision de l'habitant a pu intégrer tous les projets de restauration de la commune et un petit peu guider aussi les choix faits en termes d'aménagement. Donc, si jamais ça vous intéresse, sur leur site internet, qui est assez bien fait, en plus, on arrive par drone. Je sais que l'adjoint qui porte ce projet-là, et qui est sauveteur en mer aussi, aime beaucoup cette vision de la terre vers la mer. Donc, il a choisi aussi une approche très maritime de sa commune. Et pareil, il a le souci à chaque fois de redire voilà, que quand il organise des journées de bénévolat pour restaurer du patrimoine, c'est toujours une journée environnement et patrimoine, donc il fait toujours ce lien entre nature et culture aussi. Il a plaisir à chaque fois à créer du lien en fait sur la base d'un inventaire qui se nourrit par lui-même, puisque tous les ans ils se réunissent, ils décident d'un thème et après ils vont jusqu'au bout. Et les scolaires ont d'ailleurs été, dans le cadre de la restauration de la chapelle Sainte-Marguerite, invités à redessiner les monstres marins contre laquelle Sainte-Marguerite s'est battue depuis des années dans ces dunes. Et c'est les dessins des enfants qui constituent à la fois les vitraux et aussi les sculptures sur les menuiseries qui ont été restaurées. Enfin voilà, c'est assez complet et je trouvais ça très très chouette en fait aussi ce type de démarche où le patrimoine nous aide à concilier une vision d'habitant. Et juste un petit mot pour la fin, parce que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Grappin, mais j'aimais beaucoup ce travail-là et je trouve dommage on n'a pas encore en Bretagne fait appel à ces artistes. Donc c'est des artistes en fait finlandais qui sévissent un petit peu partout dans le monde, mais je trouvais qu'en Écosse ils avaient amené ce fameux trait de lumière qui correspond à un lieu géographique précis. Donc c'est une maison historique sur un petit îlot en Écosse, et en fait le trait lumineux est posé à l'endroit au niveau du GIEC en 2100 où la mer va arriver. Et en fait, voilà, j'ai trouvé c'est très poétique. Ça s'allume qu'aux grandes marées. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas encore fait appel à eux pour dénoncer. Et du coup, il pose la question de l'art peut-il infléchir notre façon de voir et de percevoir le monde ? On est aussi parfois confronté à du déni. J'espère que l'art, en tout cas, si on peut amener cette dimension-là, ça peut être intéressant. Merci Laure. Elisabeth, sur le lien aux habitants ? Oui, alors nous, en Bretagne, c'est une volonté forte de la région depuis qu'elle s'est appropriée la compétence d'inventaire, qui, vous le savez sans doute, l'inventaire était précédemment une compétence de l'État, et la loi de décentralisation de 2004 l'a donnée aux régions. Il a fallu quelques années pour qu'il y ait une appropriation, mais en tout cas, le Conseil régional de Bretagne a voté à l'unanimité une stratégie régionale d'inventaire il y a quelques années qui dit que la compétence d'inventaire n'est pas là pour faire l'inventaire pour les Bretons, mais avec les Bretons. C'est-à-dire en s'appuyant sur
beaucoup d'initiatives. Enfin, il y a énormément d'initiatives associatives en Bretagne. Et donc, au lieu que ça soit des chargés d'études qui soient à Rennes, à Brest, enfin peu importe, mais qui viennent faire l'inventaire sur le terrain, de construire le plus possible de partenariats avec les acteurs locaux du territoire. Donc, essentiellement des collectivités, des institutions, le parc, voilà. Donc on a actuellement à peu près une quarantaine en ce moment d'opérations en partenariat, 8 qui sont menées directement par les chargés d'études du service, qui du coup, eux, ont des opérations thématiques à l'échelle régionale. Il y en a 4 qui croisent le domaine maritime, il y en a une sur les patrimoines des ports, principalement les ports de propriété régionale, mais pas que, voilà. Une sur les héritages militaires, donc qui croise les bunkers dont il était question aussi tout à l'heure, et opération qui est toujours en cours, et il y a en permanence, là le chargé d'études était à Saint-Malo aujourd'hui parce que on découvre régulièrement des bunkers, voilà, c'est pourtant gros, énorme, et voilà, et en fait on en trouve tout le temps, je sais pas, je crois qu'en 2025 il y en a au moins 5 ou 6 qui sont sortis de terre, quoi, voilà, qui en plus sont pas cadastrés, enfin qui posent plein de problèmes, et voilà. Une sur le patrimoine balnéaire, mais non pas les villas qu'on peut imaginer d'abord quand on parle de patrimoine balnéaire, mais plutôt sur le tourisme social et populaire, donc les villages vacances, et voilà. Et puis la dernière qu'on appelle patrimoine et transition, donc qui vient justement regarder d'un peu plus près les techniques constructives, et notamment les techniques constructives de pierre sèche, donc dans toutes ces interfaces terre-mer qui sont vraiment une particularité de mise en œuvre. Et donc, en fait, des partenariats en plus de ces opérations thématiques, donc j'ai dit, et puis aussi on a développé des solutions pour encourager les pratiques participatives d'inventaire. Donc, le participatif, on le connaît plutôt dans les sciences naturalistes, compter les oiseaux, etc. Dans le domaine du patrimoine, on était un peu isolé en Bretagne il y a quelques années quand on a lancé ça. Ça suscite de l'intérêt. Il y a d'autres régions maintenant qui le mettent en place. Et en tout cas, les pratiques participatives, ça met en œuvre, tout à l'heure, il y a le mot qui a été employé de sentinelle. Et c'est vraiment un mot essentiel, c'est-à-dire que c'est les citoyens, les habitants qui vont constater le patrimoine sur le terrain, qui l'observent, qui complètent des fiches, des notices, etc., qui sont intégrés, qui font après l'objet de validation. Il y a tout un circuit, on anime des collectifs par rapport à ça. Et il y a plein de choses là-dessus, c'est-à-dire que derrière la connaissance du patrimoine portée par les habitants, elle est complètement différente de celle des chargés d'études qui viennent de l'extérieur. C'est une connaissance empirique, vécue, etc. Il peut y avoir des expertises croisées. On peut avoir une expertise complémentaire de la leur, etc. Peut-être être plus affûté sur les recherches en archives, mais on ne va pas avoir cette observation aussi précise et aussi quotidienne. Ça tisse aussi du lien social, tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, je me souviens notamment d'une expérience, d'une opération qui était menée sur le pays de Morlaix, sur les patrimoines maritimes il y a quelques années, et en fait, c'était assez marrant, quoi. Les participants à l'opération, en fait, avaient constaté que c'était le super moyen pour intégrer les nouveaux habitants du territoire, des gens qui choisissaient de venir vivre leur retraite dans le pays de Morlaix. En fait, pour découvrir le territoire, ils rentraient dans cette opération participative d'inventaire. Ils allaient faire des balades en notant, et avec des nés natifs qui connaissaient bien le territoire. Et voilà, il y avait du lien qui se créait là-dessus. Donc voilà, nous, notre travail par rapport à ça, il est donc de piloter, de suivre ces opérations, donc pour qu'elles intègrent les bases de données. Après, il y a des étapes de validation, donc tout ne rentre pas, ça fait l'objet d'allers-retours, etc. avec ceux qui produisent, mais ça nous permet aussi d'avoir cette interconnaissance
d'avoir cette connaissance des différents acteurs et puis de temps en temps de susciter aussi des mises en réseau en disant ah bah tiens là ce que vous faites ça me fait penser à tel truc et d'encourager telle ou telle idée. Donc par exemple l'idée de la cabane de Séné, je m'en avais parlé et je l'ai vendue 3-4 fois ailleurs et voilà. Et en même temps du coup ce dialogue établi avec ces citoyens contributeurs à une opération d'inventaire permet aussi pour eux de mieux décrypter aussi les mécanismes des choix patrimoniaux, de connaître ces fameux experts qui sont dans ces instances qui des fois décident en CRPA ou des choses comme ça. Et nous, inversement, d'avoir vraiment une connaissance beaucoup plus fine et en tout cas de mieux expliciter ces choix, les choix qui peuvent être faits de temps en temps et les mécanismes en tout cas les mécanismes, les différents acteurs, etc. On a un dialogue plus intime avec les gens qui permet de mieux expliciter ça. Enfin, on essaye de mieux expliciter. Et dernier point, enfin, que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que souvent on parle de chaîne patrimoniale avec la connaissance qui est à la base. Après, il y a la restauration et la valorisation. Et cette dynamique-là, elle vient vraiment s'inscrire plutôt, non pas dans quelque chose de linéaire, mais bien dans un cercle vertueux qui s'auto-alimente en permanence. C'est-à-dire que, voilà, c'est une dynamique. C'est-à-dire que pour mobiliser les gens, pour faire de la connaissance, pour aller faire de l'inventaire, c'est souvent l'envie de la valorisation qui est le déclencheur. Et voilà, ça s'auto-alimente en permanence. Globalement, ça ouvre le dialogue, ça donne la possibilité à tout le monde. Tout le monde, c'est ambitieux, mais en tout cas, le plus largement possible, aux gens d'exprimer des choses autour de ces choix et de ces orientations patrimoniales. Merci. Alors, je vais être très franche, il nous reste 18 minutes et il me reste 2 questions. Alors, je vais juste en citer une, mais je ne vais pas vous demander de réagir dessus. Juste vous dire qu'on n'avait pas oublié de parler de la médiation autour de cette perte. Comment transmettre autrement le patrimoine et la mémoire des lieux. Mais encore une fois, faute de temps, on va pas la traiter. Pour en venir à la dernière et celle qui va être un peu poil à gratter, j'en suis désolée, mais c'est quels critères devraient aujourd'hui guider la décision de conserver, d'adapter, de laisser disparaître un élément du patrimoine bâti? Olivier. Merci. Je voulais rebondir en disant que moi, ce que je constate à certains endroits, alors moi j'habite Moëlan-sur-Mer, donc j'ai vu exactement comment ça s'est passé à Brignot, par exemple. Ma grand-mère a travaillé là, parce qu'en fait, au-dessus, il y avait une usine de conserverie de sardines qui a été rachetée par le conservatoire, etc. Enfin, c'est quand même un peu... Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que j'ai l'impression que parfois, le patrimoine, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu le revers de la médaille, alimente le déni et alimente le fait que comme on a réussi à restaurer la digue, les gens ne se posent d'une certaine manière pas vraiment la question du futur en se disant « Ah ça y est, bon, c'est quand même 900 000 € cette histoire. » Voilà. Moi, quand j'étais à la région, on a refusé de financer. On a refusé de financer Ports-Loubous. Moi, ça m'a fait mal, mais Ports-Loubous, c'est de mémoire le premier résistant venant de Londres, monsieur j'arrive jamais à le dire, Étienne Dove, qui a débarqué là, qui a été fusillé d'ailleurs par la suite. Donc il y a aussi toute cette mémoire historique et immatérielle, j'ai envie de dire. Mais voilà, on ne s'est pas posé la question. Je parlerai de l'île de Sein très rapidement en disant que comme c'est le général de Gaulle, l'appel du 18 juin, etc., l'État mettra toujours tout l'argent du monde pour sauver l'île de Sein, alors que les scientifiques disent que, en tout cas, à terme, on ne pourra pas. Mais je veux dire que cette histoire-là, elle recule, le fait que le préfet à chaque fois sorte le chéquier, elle recule la prise de conscience du danger pour l'île de Sein. Et malheureusement, j'espère qu'il n'y aura pas un jour
ce qui s'est passé un peu avec Xynthia et qu'on dira comment ça se fait ? Bah oui, comment ça se fait ? C'est qu'à force de dire qu'on va refaire les ouvrages, mais sauf qu'on les refait pas vraiment, parce que faire venir du matériel sur l'île de Sein, ça coûte les yeux de la tête, c'est très compliqué. Voilà, et donc c'est très compliqué de faire venir des engins lourds à l'île de Sein pour faire des fondations pour la digue. Donc tous les 10 ans, la digue du phare, elle se casse la figure. Voilà. Bon, donc voilà. Et je reprendrai un autre exemple sur Moëlan-sur-Mer, où il y a un bout du mur de l'Atlantique qui, depuis grosso modo les tempêtes de l'hiver 2014, qui sont un peu un point de bascule pour nous sur ces questions de risques littoraux, eh bien, moi, j'ai vu la plage là baisser. Voilà. Et aujourd'hui, ce que nous on appelle, enfin les géographes plutôt, mais les plages sèches, et c'est ça qui fait venir le touriste. Si vous n'avez plus de sable sec sur les plages, les gens ne viendront plus. Et là, on se dira, tiens, donc ça aussi, c'est une vraie question. Les plages, c'est aussi une partie de notre patrimoine. Et la plage, elle baisse de plus en plus de niveau. Parce que le mur de l'Atlantique, aujourd'hui, la mer vient taper dedans. Moi, lorsque j'étais jeune, j'y allais, etc. Même quand il y avait des grandes marées, il y avait toujours... Je sais pas, mais je pense que ça a quasiment baissé de 80 cm ou d'1 mètre de sable. Et il ne revient pas. Alors, il est là, entre les estuaires du Belon et de la Veine, mais il ne revient plus autant. Et moi, quand je dis qu'il faudrait péter le mur de l'Atlantique, les gens... comme si j'avais assassiné X, Y, Z, peu importe. Je ne vais pas prendre d'exemple. Oui, c'est ce que fait Gavre, mais finalement, ça, oui, mais Gavre, ils le font et c'est formidable. Moi, j'ai travaillé très directement avec Lorient Agglomération, notamment sur ce projet-là de faire sauter les ouvrages de la partie pyrotechnie pour recréer la dune, le participatif, etc., avec Mounsef Sedrati, qui malheureusement est parti enseigner à Dunkerque, alors qu'il était à Vannes et qui faisait un très gros travail là-dessus. Mais j'ai envie... Tout à fait, c'est une promotion, mais malheureusement, moi je regrette qu'il soit parti. C'est bien pour lui, mais voilà. Non, mais oui, c'est pas malheureux pour lui. C'est malheureux pour la Bretagne. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que parfois, malheureusement, le revers de la médaille, c'est que la vision patrimoniale des choses peut justement faire... voilà. Cette prise de conscience, elle arrive moins vite. Et puis les gens, quand on leur dit il faudrait faire bouger les choses, il faudrait arrêter d'avoir la vision un peu fixiste, carte postale, on a l'impression que... voilà. J'avais dit un jour pour provoquer lors d'une réunion qu'il aurait peut-être fallu, à la Faute-sur-Mer, un peu comme à Oradour-sur-Glane, garder certains éléments du patrimoine où les gens sont décédés, parce que c'est une sorte de patrimoine aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens jouent au golf sur ce site-là. Ça interroge quand même dans la culture du risque, etc. Il n'y a plus de mémoire du site. Il y a des mamies qui jouent au golf. C'est pas un vrai parcours de golf, c'est pas non plus le petit truc, c'est un practice entre les deux. Et puis, je dis ça parce que le jour où j'y suis allé, c'était plutôt des dames âgées qui jouaient. Pardon, Elisabeth. Mais ils ont fait. Moi, j'avais été saisi à l'époque pour voir si on pouvait y faire un port à sec. J'ai dit, mais excusez-moi, mais il y a des gens qui sont décédés. Alors, les lotissements, aujourd'hui, ils ont été rasés entièrement. C'est de la pelouse, enfin, c'est de l'herbe. Ils voulaient faire un port à sec, les gens sont morts là. Oui. Bon. J'ai eu le même cas dans le Donc, ça interroge beaucoup, tout ça. Du projet de sur la culture réaménagement de aussi. la pointe à Parmar, où les bureaux d'études avaient voulu mettre des lumières partout, avec des circuits, avec des petites tables de pique-nique. Et ils ne s'étaient même pas rendu compte qu'en fait, juste là où ils posaient les tables de pique-nique, c'est là où il y a eu des marins échoués pendant des dizaines, des dizaines d'années. Et qu'en fait, c'était un cimetière à ciel ouvert. Et j'en termine sur un mot, c'est Zélande, quoi. Le premier élément frappé aujourd'hui, c'est notre sentier côtier. Servitude des piétons, de passage des piétons sur le littoral, une loi de 1976, trop souvent confondue avec la loi littorale, mais ça, bon, c'est le juriste qui titille là-dessus. Donc, ça fait 50 ans qui a cette servitude de passage des piétons. C'est le sentier côtier qui est pratiqué justement par des dizaines de milliers de personnes, qui est aussi un attrait touristique, et c'est lui qui est grignoté en premier. Et ça, aujourd'hui, il peut reculer, mais c'est compliqué, il faudrait le faciliter. Et puis, c'est aussi, je voulais juste dire que l'État, quand même, a refilé la patate chaude aux collectivités. Après Xynthia, l'État s'est rendu compte, il s'est dit, oh là là, tous ces ouvrages, on ne sait pas à qui c'est, on ne sait pas si c'est sur le DPM, sur propriété privée, qui gère, qui est responsable et tout ça. Ça a mis un peu de temps. Ils ont refilé d'abord, à travers ce que nous on appelle la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, ça aux intercommunalités pour la submersion marine, et à travers la loi climat sur l'érosion côtière. Et aujourd'hui, qui est responsable ? C'est le maire et c'est le président de l'Interco. Et quand vous regardez, vous allez rentrer chez vous, pour ceux qui voudront bien regarder votre avis d'imposition taxe foncière, vous avez une colonne GEMAPI,
voilà, qui est de 40 € maximum par an et par personne. Aujourd'hui, en Bretagne, elle est à peu près à 9 € de moyenne. Et quand on dit qu'il faut de l'argent pour tout ça, pour s'adapter au changement climatique, etc., tout ce que vous avez dit sur Pays d'Iroise, l'État nous dit à Paris, ah oui, mais attendez, vous êtes à 9 € de taxe Gemapi, vous voulez aller jusqu'à 40. Donc montez déjà jusqu'à 40 et après nous, on vous aidera. Parce que c'est aujourd'hui, le discours, il est comme ça à Paris. Et puis certains territoires sont déjà à 40, et donc l'État dit, le législateur dit, ah ben on va monter à 60. Puis on sait que si on monte à 60, on montera à 80. Donc c'est faire reposer aussi, pour nous, entre guillemets, sur les Bretons, les Bretonnes, la gestion du littoral, alors que tout le monde en profite l'été, etc., avec le tourisme. C'est un peu embêtant. Et en plus sur les intercos, c'est-à-dire que grosso modo, les gens de Rennes ne payeront pas. Ce seront à l'échelle intercommunale que les gens payeront, c'est-à-dire Auray, Vannes, Lorient, Quimperlé, Douarnenez, etc., etc., etc. Donc ça pose des vraies questions. Voilà. Donc l'État refile à la patate chaude aux collectivités et aujourd'hui à l'échelon intercommunal littoral uniquement. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous, quand on dit solidarité nationale, quand j'accompagnais le vice-président de la région aux réunions à Paris, Bercy, très maladroitement déjà, je me demandais comment des énarques pouvaient être aussi maladroits, disaient oui mais non, hein, taxe de séjour, etc. Alors je disais, on va en faire payer les touristes, oui mais bon, 1 € ou un demi-euro, enfin bref. Voilà, solidarité nationale, pour eux, ça n'existe pas. Il faut qu'aujourd'hui, la forêt, les risques par rapport à la montagne soient gérés par les montagnards, les risques littoraux soient gérés par les gens qui habitent sur le littoral, etc., etc. Et cette vision-là, elle est quand même assez inquiétante. Et financièrement, ça va être très très compliqué. Et du coup, je ne sais pas comment on va faire pour choisir, parce que ça va être très très difficile. Il y aura beaucoup de choses qui seront abandonnées. Pardon. Alors moi, je vais avoir un retour un peu plus optimiste, un peu plus positif, parce qu'on est là aussi. Alors en effet, il y a une petite question poil à gratter. Qu'est-ce qu'on préserve ? Parce qu'après tout, dans nos milieux, on est avant tout des conservateurs. Donc on est là pour préserver, mais on sait qu'au quotidien, on est aussi là pour concilier la préservation avec la réalité quotidienne. Alors il se trouve que les archéologues, on est assez pragmatiques sur le sujet et de plus en plus on se positionne sur cet élément-là pour deux aspects. Le premier, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille sur le temps long, donc on travaille sur les stratégies d'adaptation de l'homme à son environnement depuis 25 000 ans. Donc vous imaginez bien les crises climatiques qu'il a connues. Donc ça veut dire que depuis plusieurs décennies, la communauté a amassé quantité de données, justement, pouvant alimenter l'ensemble des acteurs de la transition. Quand on nous fait intervenir aujourd'hui sur des zones pour des lotissements qu'on sait inondables et où on sait que depuis les 5 derniers milliers d'années, personne ne s'est installé là, ou si quelqu'un s'est installé là, c'est probablement ils ont subi une inondation parce qu'on n'a rien trouvé en termes de vestiges. Voilà, c'est autant d'éléments qu'on peut fournir, sans parler des questions d'aider sur des matériaux de construction, etc. Enfin là, c'est assez large. Et l'autre élément qui peut paraître anecdotique, mais qui a été un gros sujet, un petit peu comme les archives qui font du tri-sélection. Nous, on a un concept depuis 20 ans qui est la préservation par l'étude. Donc ça veut dire qu'avec l'arrivée de l'archéologie préventive, on a appris à trier nos sites et trier de manière volontariste ceux qui méritent d'être fouillés, et il ne reste que la documentation pour partir effectivement sous la destruction. Donc ça veut dire que sur le littoral, on se dit le littoral, on ne peut pas tout préserver, on ne va pas bétonner le littoral pour préserver les sites patrimoniaux, ils vont partir à la mer. Donc l'essentiel, c'est de cette préservation par l'étude. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte d'acceptation sociale là-dessus, mais néanmoins, il y a un gros travail que l'on est en train de faire au niveau archéologique, où on croise à la fois les données, les modélisations type CEREMA, les degrés de vulnérabilité de certains sites, et puis derrière aussi leur potentiel scientifique. Parce qu'on sait que l'intégralité de la côte ne sera pas altérée de la même manière, qu'on ne peut pas forcément intervenir partout. Et l'idée, c'est aussi concentrer nos efforts sur des zones qui le nécessitent, soit en termes d'intervention scientifique, soit en termes d'intervention peut-être plus physique. Alors nous, on a décidé de ne pas restaurer, pas préserver, pas conforter les sites qui sont littoraux. Alors on n'a pas encore des sites ultra majeurs qui sont touchés, mais on y travaille. On a fait un gros travail dans le cadre de l'inscription UNESCO des mégalithes du golfe du Morbihan, où la question du remontée du niveau de la mer est un vrai sujet, et avec des sites majeurs mondialement connus. Voilà. Mais c'est un travail sur le long cours où intellectuellement on fait la démarche et puis on accepte à un moment donné qu'on ne peut pas tout préserver, mais de se trouver les critères, alors c'est pas simple, pour préserver, un peu à la manière des archives. Christophe, tu as 2 minutes, comme ça on pourra peut-être prendre une question.
Oui, bien sûr. En fait, cet échange-là, la question quand tu l'as posée, je t'ai dit, j'ai une pensée tout de suite pour François Chappé. Vous savez, qui a enseigné ici, qui était un ami. François disait, mais il n'existe pas de science des traces. Il n'y a pas une science des traces. Il ne va pas y avoir un algorithme. Voilà, donc concrètement, je t'ai dit ta question, je ne sais pas comment faire pour répondre. Alors, en même temps, en discutant, bien sûr, on trouve des éléments de réponse. Alors sur le mur de l'Atlantique, peut-être plus facilement qu'ailleurs, mais vous le savez mieux que quiconque ici à l'Inventaire, ces ouvrages, ils ont été conçus de façon industrielle, normée. Il y a des endroits où il faut possiblement, en effet, parce qu'il y a une mise en cohérence, le hasard a fait que, puisque ces ouvrages, ils ont été beaucoup occultés, enfouis, ils sont aussi soumis à l'érosion, ils roulent, mais globalement, ils se conservent plus ou moins bien, mais ils se conservent. Il y a certainement des endroits où il faut accepter, en effet, de les déconstruire complètement. Et puis des endroits où peut-être, on doit en conserver, là où tout ça a du sens, en conserver suffisamment d'éléments pour pouvoir faire notre travail, c'est-à-dire construire sur un discours scientifique, raconter l'histoire d'un territoire. Donc finalement, peut-être que là, il peut y avoir une approche plus, entre guillemets, rationnelle, parce qu'on a des artefacts qui sont très industrialisés. Mais il n'y a pas de science des traces. Et donc, voilà, l'algorithme magique, ce serait si facile. Et c'est pour ça que nous faisons dans la joie les lettres, des sciences humaines et sociales, des arts, de la culture, et que nous assumons pleinement nos parts de subjectivité, parce que c'est nos parts d'humanité. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question ? Merci. On a beaucoup parlé des habitants aujourd'hui, donc je vais en faire l'écho en tant qu'habitant pied dans l'eau. C'est pas en Bretagne, mais en Normandie. Donc voilà comment on a pensé notre avenir en tant qu'habitant pied dans l'eau, pas riche évidemment. On a été structuré en ASA, donc Association syndicale autorisée. Et il a été érigé une digue donc, pour protéger notre habitat. Donc moi j'en suis le président de l'ASA Pointe du Siège, donc c'est la baie de l'Orne. Donc on continue donc à gérer cette digue qui est censée nous protéger donc des assauts maritimes et éventuellement de la montée des eaux dans une perspective évidemment longue. Je l'ai présenté tout à l'heure. En fait, il y a une partie de cette digue qui est dans le conservatoire du littoral. Nous, on est en zone Natura 2000. Donc la partie digue qui est dans le conservatoire, qui est donc dans la partie intérieure de l'estuaire de l'Orne, qui date de la construction du canal de Caen à la mer dans le redressement de l'Orne. Donc c'est un petit merlon, c'est pas très haut. Mais au grand coefficient type 114, par exemple, effectivement, il y a un débordement. Donc il y a une partie de cette digue qui ne sera plus entretenue et elle va être rendue donc, à l'eau tout simplement. Et il y a une partie de une surface dans le conservatoire qui va être inondée ponctuellement par les débordements. Donc effectivement, et l'ASA aussi est en mesure donc, de contrôler ce débordement de façon à ce que les riverains ne soient pas forcément impactés par ce débordement. Voilà, alors les ASA, j'en ai discuté tout à l'heure avec un nombre d'intervenants. En fait, en Bretagne, c'est très très méconnu. En Normandie, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs en Normandie. Mais c'est une structure très particulière, en fait, qui n'est pas forcément en bord de mer, mais qui a vocation, effectivement, à structurer des propriétaires, et notamment ici, en défense contre la mer. Voilà. Je crois qu'on doit arrêter, excusez-moi. Et puis, ça vous va ? Ça te va, Camille, si on arrête là ? Ok, faut qu'on enchaîne. Ok. Merci à tous les intervenants. Merci à vous.